Jean-François Variot, vous êtes grand orateur de la Grande Loge nationale française. Et Bonjour Hélène. Bonjour, vous êtes également assistant grand maître et surtout le coordinateur de l'ouvrage qui vient de paraître à l'occasion des 300 ans de la franc-maçonnerie. Alors justement, quel regard portez-vous sur la franc-maçonnerie après 3 siècles d'existence ? Alors ça c'est une question riche et extrêmement ouverte. Je pense que jusqu'à présent, on a traité les 300 ans de la maçonnerie sous un regard d'historien. Je veux dire que la recherche maçonnique a été très très largement focalisée dans la tradition d'Ars Quatuor Coronati, qui est la grande loge de recherche, la loge de recherche britannique, et puis dans des traditions de loges de recherche, la plupart du temps on a regardé la maçonnerie sous l'angle historique, ce qui a effectivement beaucoup d'avantages, parce que comme la maçonnerie est emplie de légendes, pour le plus grand plaisir des maçons, parce que c'est une grande poésie, mais c'est en même temps une façon de vivre un chemin initiatique. Mais je dirais que la limite de cet exercice historique, c'est que l'histoire de la maçonnerie concerne surtout les francs-maçons. Voilà. Alors, le livre du tricentenaire, ce que nous avons essayé de faire, c'est de mixer, de mêler le plus harmonieusement possible des considérations d'ordre historique, c'est-à-dire les racines de la franc-maçonnerie, ses emprunts au cours des siècles, et puis son déploiement contemporain dans plusieurs régions du monde, avec plusieurs rites. Nous avons essayé de marier cette approche historique avec des approches plus philosophiques, plus spirituelles aussi, de recherche spirituelle. Voilà. Quel héritage les maçons du XVIIIe siècle et leurs successeurs nous ont laissé ? Écoutez Hélène, pour vous répondre, il faut peut-être se souvenir de là où venaient les maçons du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que, en fait, la maçonnerie d'aujourd'hui, la maçonnerie contemporaine, a pris naissance au début du XVIIIe siècle à Londres, mais les circonstances étaient terribles. C'était au lendemain d'une guerre de religion, au lendemain d'une guerre civile. Donc, dès le départ, je pense qu'ils ont été obligés de trouver des solutions pour reconstruire quelque chose, et ils l'ont fait. Ils ont tout de suite pris une posture qui est une posture très très importante, qui est celle qui consiste à développer l'écoute de l'autre et puis un effort très important, un effort sur eux-mêmes. Plutôt que de chercher à corriger autrui, plutôt que de chercher directement à construire une société idéale, dans le fond, ce qui aurait pu leur venir à l'esprit, bien sûr ça leur est venu à l'esprit, mais ils ont trouvé le chemin, et ce chemin, ça a été ce qu'on appelle toujours aujourd'hui tailler sa propre pierre, tailler sa pierre brute, c'est-à-dire, on pourrait dire, observer soigneusement les défauts d'autrui pour les corriger en soi. C'est-à-dire qu'au règne de la rhétorique, qui consiste à triompher de l'opinion d'autrui, ils ont préféré le fait de triompher d'abord d'eux-mêmes. Voilà, et je pense que ça subsiste aujourd'hui dans la franc-maçonnerie traditionnelle, c'est de faire un peu le pont entre, je dirais, tout ce qui est développé au niveau des structures sociales, du collectif, et puis avec tout le cortège de liens qui sont tissés, avec les conflits qui en résultent nécessairement, toute cette espèce de développement du judiciaire, et puis cette forme de solitude de l'individu contemporain, de solitude de l'individualisme, qui trouve des prolongements aujourd'hui dans le transhumanisme, dans des rêves de transhumanisme. Donc entre cet hyper-individualisme et puis cet hyper-collectivisme, il y a un espace que la franc-maçonnerie a peut-être vocation à féconder. Cet espace, c'est l'espace nécessaire de confiance qu'on a besoin de ressentir les uns envers les autres. Et le fait de travailler sur soi, le fait de devenir des hommes de cœur, je crois que c'est très important pour trouver cette forme de relais entre notre condition personnelle et puis notre condition collective. Voilà. Donc il y a une dimension fédératrice dans la maçonnerie.
qui est importante à vos yeux? Je pense que, oui, on peut dire que la franc-maçonnerie régulière, en essayant de trouver le centre de notre spiritualité, qui nécessairement est le même pour tous, eh bien, nous permet d'entrer en communion, en harmonie. Et c'est parce que justement nous aurons su, les uns et les autres, chacun avec notre voix, nous rapprocher de ce centre, que nous pourrons trouver effectivement la fraternité, l'harmonie et puis l'amour de l'autre. Alors justement, je voudrais revenir sur un thème que vous avez développé au sein de cet ouvrage, sur la règle unificatrice. Alors pourquoi elle est fondamentale et elle est importante selon vous? Tout est dans le titre, hein, c'est-à-dire que la maçonnerie s'est toujours développée de façon protéiforme, assez libre, assez ouverte. Elle en est contente parce qu'elle trouve dans la diversité que nous représentons tous une certaine richesse et une capacité d'enrichissement mutuel, réciproque. Bien, mais les choses ont une limite. Donc, chacun étant tenté de construire la maçonnerie idéale, la société idéale, on arrive à des divorces, des différences de pratiques dans les rituels, des différences d'esprit dans lesquels on les pratique. Et il a fallu, je pense, au début du XXe siècle, essayer de donner une règle du jeu, tout simplement, pour que les francs-maçons qui pratiquent des maçonneries par essence différentes ou diversifiées puissent se reconnaître. Voilà. Donc c'est ce qui s'est produit avec l'avènement ou la publication de ce que les Anglais ont appelé les Basic Principles, qui sont 8 critères qui permettent aux Grandes Loges de se reconnaître comme pratiquant la même franc-maçonnerie. Et une maçonnerie qui est fidèle à ce que nous appelons les landmarks, qui sont antérieurs aux Basic Principles. D'accord. Alors, en fait, en toile de fond, il y a les landmarks, mais qui sont très ouverts et assez peu précis. Ensuite, dans la maçonnerie traditionnelle, régulière, nous avons les Basic Principles anglais et les Standards of Recognition américains. Et c'est de ces principes-là, nous avons la règle en 12 points, mais tous sont fondamentalement compatibles. D'accord. Voilà. Alors, la maçonnerie française est l'une des plus dynamiques, finalement, au monde. C'est elle qui connaît un fort développement. Qu'est-ce que vous pensez de ce foisonnement, je dirais, maçonnique très français? Est-ce que vous y voyez un danger ou plutôt une chance? Je ne suis pas certain qu'il faille considérer de façon reliée ou qu'une chose soit la conséquence de l'autre ou que, bon, pour parler simple, je ne suis pas certain que le développement de la maçonnerie en France soit si spectaculaire que ça. Je ne suis pas certain non plus qu'il faille le relier à la pluralité et au foisonnement des obédiences. Alors je ne parlais pas, en termes d'augmentation forcément de membres, mais dans une certaine dynamique, avec une certaine dynamique. Mais bon, après, c'est votre point de vue aussi, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, je souhaiterais qu'il y ait une plus grande dynamique de la franc-maçonnerie. Je ne suis pas certain que l'éclatement de la parole soit si favorable à cela. Je pense qu'au contraire, il est utile de rappeler une parole forte, simple, univoque, qui soit construite sur des bases assumées par tous. Je le préférerais. J'ai peur qu'autrement on sombre dans des opportunismes, dans des facilités, qui fait que finalement les gens de l'extérieur ne s'y reconnaissent plus. Ils voient dans la maçonnerie celui qui parle le plus fort et le plus souvent, c'est-à-dire l'obédience, le Grand Orient, qui s'exprime beaucoup dans les médias. Ils voient également d'autres obédiences moins importantes qui essayent de dire des choses différentes. Je ne suis pas certain que ça passionne les gens. Ils préféreraient un discours plus simple, plus fondamental, plus harmonieux et qui disent clairement ce qu'est la maçonnerie et à quoi elle se destine. Voilà. Eh bien, merci Jean-François. Merci Jean-François Variot pour cette interview.